Bonsoir. Vous connaissez Amnesty International ? C'est une organisation dont les militants se battent partout dans le monde contre la violation des droits de l'homme. Car partout, justement, ces droits sont violés, et le plus souvent par des États. Alors comment est née cette organisation ? Quels sont ses enjeux ? Est-ce qu'elle est efficace ? Elle a 40 ans cette année, et je voulais vous en parler en détail. Amnesty International est née en Europe en 1961, c'est-à-dire en pleine guerre froide. L'Europe de l'Est est alors sous domination soviétique et l'Europe de l'Ouest a encore deux dictatures, l'Espagne et le Portugal de Salazar. Eh bien, c'est précisément au Portugal que deux étudiants, en novembre 1960, lèvent leur verre à la liberté et sont alors condamnés par le régime à 7 ans de prison. Face à cette condamnation, un avocat international britannique du nom de Peter Benenson décide de réagir et depuis Londres, il demande aux gens un peu concernés d'envoyer des lettres de protestation au gouvernement portugais de Salazar. Il publie en mai 1961 dans The Observer un article sur les prisonniers oubliés, c'est-à-dire des gens condamnés pour simple dissidence d'opinion. Le pasteur révérend Ashton Jones, le docteur Agostinho Neto, qui est poète et médecin, le philosophe Constantin Noica, l'archevêque Joseph Beran, le cardinal Mazzanti, le syndicaliste communiste Tony Abalietos, et bien sûr ces 6 personnes, 3 sont originaires du bloc soviétique, un autre est grec, un autre angolais, alors colonie portugaise, un autre américain, où la ségrégation raciale s'applique en fait toujours dans le sud du pays. Pour chacun de ces prisonniers, Benenson demande une amnistie ou au minimum la possibilité d'être jugé de manière équitable. Cet article suscite un nombre incroyable de lettres de soutien et d'offres d'adhésion. C'est la naissance d'Amnesty International. Alors on peut, avec le recul du temps, repérer plusieurs périodes qui sont d'ailleurs autant de miroirs des situations internationales. Dans les années 60, Amnesty milite pour la libération des prisonniers d'opinion dans les dictatures espagnoles, portugaises, soviétiques. Sur le continent africain, où les nouveaux États postcoloniaux ne sont pas vraiment tolérants, et puis dans l'Indonésie post-hollandaise. Dans les années 70, ce sont surtout les juntes en Amérique latine qui mobilisent l'organisation, car les États y ont recours à la torture ou aux disparitions pour briser les oppositions politiques. Souvent aidés en cela, d'ailleurs, par la CIA américaine. L'organisation fait aussi un gros travail sur l'Union soviétique et la Chine. Amnesty lance en 1972 sa première campagne mondiale contre la torture. Ce sera l'étincelle qui poussera les Nations Unies à adopter une convention internationale contre la torture quelques 10 ans plus tard. En 1977, Amnesty International reçoit le prix Nobel de la paix, sauf que, dans sa critique tant redoutée par les gouvernements, Amnesty est passé à côté du génocide khmer entre 1975 et 1979. Alors cet oubli quasi complet du Cambodge, cette considérable erreur de jugement politique, comment l'expliquer ? Eh bien, on a toujours les défauts de ses qualités. Cette erreur vient sans doute d'une prudence excessive vis-à-vis des témoignages imprécis, au sens premier du terme incroyable, venant des réfugiés fuyant le Cambodge. C'est sans doute le revers de l'information très vérifiée sur laquelle s'appuie l'action d'Amnesty. Dans les années 80, l'action d'Amnesty condamne la violence engendrée par les groupes armés contre les civils, comme par exemple le TA en Espagne, l'IRA en Irlande du Nord, le Sentier lumineux au Pérou, les Tigres tamouls au Sri Lanka ou l'UNITA en Angola. Bien, alors le changement de nature des conflits dans les années 90 entraîne pour Amnesty une évolution de ses combats pour la défense des droits de l'homme.
Il se préoccupe de la guerre civile en Algérie, l'idée ignoble de purification ethnique en Bosnie, le génocide au Rwanda, 4e génocide du XXe siècle, la dictature des talibans en Afghanistan, le conflit tchétchène, ou encore les 30 000 morts violentes annuelles en Colombie, ou bien la Chine qui écrase par le meurtre de masse l'expression des étudiants et des démocrates chinois à Tiananmen. On a toujours l'embarras du choix. Alors depuis 40 ans, Amnesty milite pour le respect de la dignité humaine en se référant à la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Ces droits sont universels, même si parfois, en Afrique ou en Asie, certains hommes politiques les présentent comme des valeurs occidentales judéo-chrétiennes. La marge d'action et même de pensée est assez étroite, car la dignité humaine, la liberté individuelle sont universelles, mais les valeurs occidentales n'ont pas à l'être. Alors comment concrètement s'organise Amnesty? C'est à Londres que se trouve le centre de l'association. Là travaillent les chercheurs, là converge l'information sur les violations des droits humains dans le monde. L'information est alors vérifiée avant que la moindre action ne soit entreprise. Le financement d'Amnesty est assuré surtout par des dons personnels, jamais par des États, pour maintenir l'impartialité. Quelques 60 sections nationales, 23 bureaux de coordination dans le monde, des groupes de militants dans 34 pays, soit en tout à peu près 1 million de membres à travers le monde. Ce sont eux qui mobilisent les opinions publiques en envoyant des lettres au gouvernement qui violent les droits humains, ou bien des appels pour un prisonnier en particulier, en organisant des manifestations publiques, des concerts pour recueillir des fonds, et puis par un travail d'éducation sur les droits individuels. La campagne mondiale concernant l'Arabie saoudite, en mars 2000, a d'ailleurs provoqué un débat sur les droits de l'homme dans les médias saoudiens et a conduit à la reconnaissance par les autorités du pays du caractère universel et indivisible de ces droits. Alors le cas de la Côte d'Ivoire également est intéressant à mentionner car sur 18 mois, entre 1999 et 2001, Amnesty y a condamné les exactions des 3 régimes politiques qui se sont succédés. D'abord le gouvernement de Henri Bédié, qui, élu en 1995, avait ensuite détenu sans procès des opposants. À partir de 1999, Amnesty défend les partisans de Bédié, renversés par un coup d'État, celui du général Gay, pour qu'ils soient jugés dans des procès équitables et pour dénoncer les descentes de l'armée dans le village de Bédié. Et enfin, depuis l'élection de Laurent Gbagbo, en octobre 2001, Amnesty condamne les violences contre les opposants et les étrangers qui sont chassés au nom de l'ivoirité, comme quoi on fabrique, comme on veut, des différences. Notre monde change, Amnesty International s'adapte avec à sa tête Madame Irène Zubeida Khan, une femme, juriste, musulmane, citoyenne du Bangladesh. Et la critique d'Amnesty s'adresse maintenant aussi aux groupes armés et même aux entreprises. Elle travaille aussi sur le respect du droit d'asile et du statut de réfugié dans les pays développés, et puis pour l'abolition universelle de la peine de mort. Vous l'avez compris, Amnesty ne défend pas un régime, une religion, ni même une idéologie, mais des victimes. C'est le type même d'organisation qui, au fond, ne peut souscrire à l'idée discriminatoire de choc des civilisations. Alors, dans ce difficile équilibre entre liberté individuelle et gestion de nos sociétés, on revient constamment à l'idée simple et complexe, nous sommes égaux. En tout cas à la naissance. Des traitements inégaux, il y en aura suffisamment par l'éducation, par l'argent, par l'accent. Donc, au moins, pas de discrimination par la couleur de la peau, le sexe, par l'origine pays ou l'origine sociale. Et surtout, pas de traitement dégradant. Les choses évoluent parfois en bien, avec en droit international ce qu'on pourrait appeler la juridiction Pinochet, ou bien la création du tribunal pénal international. J'avais consacré tout un numéro du dessous des cartes à ce tribunal pénal. Chez Amnesty, on estime qu'il faut lutter contre l'impunité dont certains dirigeants qui violent les droits de l'homme sont parfois l'objet. Amnesty est donc aujourd'hui contre l'amnistie. Mais en revanche, les vocations militantes sont peut-être moins nombreuses,
Et c'est peut-être parce que nos sociétés ont moins la culture de la durée, de la persévérance, de la longue ténacité. Cette histoire d'Amnesty que je vous ai racontée brièvement, vous pouvez en retrouver les affiches éditées au Cherche Midi Éditeur, 40 ans d'affiches d'Amnesty donc. Le rapport international d'Amnesty est donc publié une fois par an. C'est un tableau de bord des droits de l'homme dans le monde, pays par pays, donc une fois par an, le rapport d'Amnesty. L'organisation a aussi publié L'Humanité en question, où vous trouvez un chapitre, un programme d'action contre la torture, avec des recommandations précises. Et puis Willem Doise, de l'Université de Genève, a publié Droits de l'homme et force des idées aux éditions des presses universitaires de France.